Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui, chers panélistes, Monsieur Lemire, Madame Lavallée, qui va se joindre à nous en Adobe Connect un petit peu plus tard, Monsieur Delassus Saint-Geniès, Madame Papin, et mon nom est André Potvin, directeur de l'Institut EDS, et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Cette table ronde est dédiée à la COP 23, donc intitulée « Regards croisés sur les négociations climatiques ». J'aimerais remercier d'abord nos partenaires pour cet événement, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie, ainsi que la Maison de développement durable. On a aussi des partenaires de diffusion pour l'événement, la faculté de droit, le département de sciences politiques et les hautes écoles internationales. Je vous rappelle que l'événement est filmé et en web diffusion. On a d'ailleurs des gens qui se joignent à nous à distance pour l'occasion. Donc, vous pourrez aussi revisiter l'événement par la suite. Et n'hésitez pas non plus, les personnes en ligne, à poser des questions lors de la période de discussion. Cet événement, comme tous les autres, est éco-responsable. Donc, on vous encourage toujours à venir à nos événements en autobus ou en transport alternatif. Et nous avons aussi appliqué des mesures de compensation des GES pour cet événement. Donc, depuis sa fondation en 2005, l'Institut EDS est un observateur privilégié des grandes rencontres internationales sur le climat. Déjà, lors de la conférence de 2005 sur les changements climatiques à Montréal, qui a ensuite officialisé, comme on le sait, le démarrage du protocole de Kyoto, l'Institut était présent avec une délégation importante de chercheurs et d'étudiants. L'Institut a depuis joué un rôle vraiment de point de contact avec l'ONU pour s'assurer d'être toujours observateur à ces grands rendez-vous mondiaux. Et à ce titre, bien sûr, l'Institut a assuré l'accréditation aux délégations de l'UL à de nombreux événements, comme je viens de le dire, mais surtout à ceux, en fait, de Rio +20 en 2012, la COP 21, bien sûr, à Paris, et ses suites, dont la COP 23, bien sûr, qui s'est tenue à Bonn en novembre dernier. Donc, on croit, ici, à l'Institut, à l'Université Laval, qu'il est vraiment important de bien comprendre les enjeux, mais aussi les écueils qui peuvent apparaître dans ce genre de rencontres internationales, pour mieux nous projeter vers l'avenir, bien entendu, pour honorer nos ambitions de l'accord de Paris. Mais aussi, la table va nous permettre de voir comment est-ce que les différents intervenants à l'échelle, bien sûr, mondiale, à l'échelle nationale, fédérale et québécoise, et aussi à l'échelle des municipalités, sont importants dans ce genre de négociations. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire M. Jean-Frédéric Morin, qui a généreusement accepté d'animer cette table ronde. Monsieur Morin, donc avant d'être invité par l'Université Laval à diriger une chaire de recherche du Canada en économie politique internationale, il a été professeur en relations internationales à l'Université libre de Bruxelles de 2008 à 2014 et chercheur postdoctoral à la faculté de droit de l'Université McGill de 2006 à 2008. Ses travaux ont été largement publiés dans quelques-unes des meilleures revues de relations internationales. Et là, je vais faire une énumération en anglais de la chose. Le International Studies Quarterly, le Review of International Studies, le European Journal of International Relations, le International Studies Review, le International Interaction, beaucoup d'international dans la chose, le Global Governance, le British Journal of Politics and International Relations, et enfin, la Review of International Political Economy. Alors, j'inviterai M. Morin à animer à partir de maintenant cette table ronde. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup pour cette présentation. Bienvenue à tous. L'Institut EDS a eu la très bonne idée d'organiser ce retour sur la COP qui a eu lieu donc à la fin de l'année dernière. Je vous rappelle qu'une COP, c'est un acronyme, l'acronyme anglais pour la conférence des parties. En français, ça ferait CDP. Alors, c'est pour ça qu'on utilise l'acronyme anglais, COP. Une COP, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé des COP dans les dernières années comme un lieu de négociation vers ce qui est devenu l'accord de Paris. Mais ce n'est pas qu'un lieu de négociation, c'est un lieu d'échange. Il ne participe aux conférences des parties, pas simplement les délégués des différents États membres de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, mais autour de ces négociations, c'est aussi un lieu dans lequel il y a différents types d'acteurs qui viennent de différents paliers de gouvernement, parfois même des organisations non gouvernementales, des entreprises. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre pour faire le point, pour faire un bilan, puis aussi pour projeter un regard sur l'avenir. Et donc, je disais, l'Institut EDS a eu la très bonne idée d'organiser cet événement pour faire un bilan de cette dernière COP, et aussi a eu la bonne idée de
présenter un regard multiniveau. On aura donc 4 présentations. Une première présentation qui parlera des négociations au niveau international. Une deuxième qui s'intéressera au rôle national d'un État en particulier, donc parti à la conférence, qui est le Canada. Ensuite, un regard particulier qui est celui d'un État fédéré, donc du Québec. Puis on terminera au niveau le plus local, parce que le niveau local se projette très souvent aussi au niveau international. Donc, 4 présentations, 4 niveaux, 4 échelles d'analyse. Mon rôle comme président de séance consiste essentiellement à tenir le chrono pour nous assurer qu'on ait suffisamment de temps après les 4 présentations pour avoir des échanges, poser des questions. Donc, je vais essayer de m'assurer qu'on ait au moins une quinzaine de minutes à la fin de la séance, de cette rencontre pour que vous puissiez interagir avec les 4 conférenciers. Donc, la première conférencière, professeure Sophie Lavallée, donc professeure titulaire à la faculté de droit. Professeur Lavallée enseigne des cours de droit international de l'environnement. Je pense que certains d'entre vous, vous l'avez déjà d'ailleurs eu comme enseignante. Elle travaille sur l'environnement depuis très longtemps. Ses publications, dont un manuel en droit international de l'environnement, sont devenues des références dans le monde francophone. D'ailleurs, elle agit comme expert conseil auprès de plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation de la francophonie, le Programme des Nations unies pour le développement, et j'en passe. Alors, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous, même si c'est de manière virtuelle, puisque ce n'était pas possible, malheureusement, d'être aujourd'hui parmi vous. Là, j'ai un imprévu à la maison, un enfant qui est malade. Alors, on m'a demandé de vous parler de ce qui s'est passé à la COP 23. En fait, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la COP 23? C'est plutôt la question là, que la plupart des observateurs se sont posés à cette COP-là qui a eu lieu là, à Bonn en novembre dernier, en novembre 2017, et qui était présidée par les îles Fidji. Alors, on sait que l'objectif central, la COP 23 était la deuxième COP seulement depuis la COP 21 où avait été adopté l'accord de Paris. On sait que l'objectif central de l'accord de Paris est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius et de fournir tous les efforts nécessaires pour ne pas dépasser là, un réchauffement de 1,5 degré, là, qui est le seuil minimum nécessaire là, pour que les petits pays insulaires en développement là, n'aient pas de conséquences trop désastreuses sur leur territoire. On sait que le dispositif actuel des contributions déterminées au niveau national, là, qui est le cœur de l'accord de Paris, connu là, sous le nom des CDN ou NDC en anglais, conduit plutôt le monde sur une trajectoire d'une hausse de 3 degrés Celsius, pardon, et même peut-être plus. Et on sait également qu'avec les contributions déterminées au niveau national par toutes les parties à l'accord de Paris qui ont communiqué leurs contributions à ce jour, on atteint seulement 30% de l'effort nécessaire d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour ne pas atteindre le réchauffement de 2 degrés, pas le seuil minimal de 1,5, mais le 2 degrés. Donc, ce sont des données là, qui ont paru dans l'Emission Gap Report là, en novembre 2017. Ce sont des données récentes. On sait également que l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, a profité de l'ouverture de la COP 23 pour annoncer que l'année 2017 se classait parmi les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis l'ère préindustrielle. Avec ces données, la COP 23 devait donc aller beaucoup plus loin. Les parties à l'accord de Paris devaient donc aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans leurs engagements, dans leurs contributions déterminées au niveau national, et devaient redoubler d'efforts pour relever le niveau d'ambition afin d'atteindre cet objectif de l'accord de Paris de ne pas
de limiter le réchauffement en dessous du 2 degrés, voire du 1,5 degré. C'est Franck Bainimarama, président de la COP23, premier ministre des Fidji, qui a probablement le mieux résumé les résultats de la COP23 en déclarant à la clôture de la conférence que, et je cite, « Nous avons accompli le travail qui nous a été confié, à savoir faire avancer les directives de mise en œuvre de l'accord de Paris et préparer une action plus ambitieuse dans le cadre du dialogue Talanoa de 2018. Il y a eu un élan positif autour de nous. Et Fidji est particulièrement satisfait de la manière dont la communauté mondiale a adopté notre concept de grande coalition pour une plus grande ambition, unissant les gouvernements nationaux aux États et aux villes, à la société civile, au secteur privé, ainsi qu'aux hommes et femmes ordinaires du monde entier. Nous quittons Bonn avec, à notre actif, quelques résultats, comme notre Ocean Pathway, l'accord historique aussi sur l'agriculture ou encore celui sur le plan d'action pour l'égalité des sexes, ainsi que la plateforme des peuples autochtones. Nous avons également obtenu plus de financement pour l'adaptation au changement climatique et lancé un partenariat mondial pour fournir à des millions de personnes vulnérables au climat dans le monde entier l'accès à un régime d'assurance abordable. Donc, en fait, le président de la COP23 là, a résumé dans ces 3 petits paragraphes, finalement, a rappelé dans ces 3 paragraphes les résultats de la COP23 que je vais ici tenter de résumer en 5 points. D'abord, peu de progrès ont été accomplis sur la hausse de l'ambition en vue d'atténuer le réchauffement climatique et ne pas dépasser le 2 degrés, et encore moins le 1,5 degré. Peu de mobilisation financière aussi a été réalisée pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique à la COP23. La COP23 s'est concentrée sur des négociations techniques qui ont conduit essentiellement à des avancées techniques. La mobilisation et la promotion de coalitions et de plans d'action de collectivités d'individus est probablement l'une des plus grandes avancées de cette COP. Donc, une action des acteurs non étatiques ou des États infra-étatiques, mais peu d'actions étatiques, sauf des actions techniques. Et le lancement d'un dialogue, le dialogue de Talanoa, qui vient d'être lancé en janvier dernier, en janvier 2018, là, il y a un mois, et qui va se poursuivre tout au long de l'année jusqu'à la COP24, où là, il y aura des négociations plus conséquentes sur le fond des dispositions de l'accord de Paris, là, sur la façon de mettre en œuvre les dispositions, les mécanismes de l'accord de Paris. C'est là, vraiment, à la COP24, que les décisions de la conférence des parties seront délivrées. Donc, tour à tour, là, on va parler de ces 5 points brièvement. Donc, dans un premier temps, premier point, peu de progrès ont été accomplis, là, a été accompli sur la hausse de l'ambition des contributions nationales en vue d'atténuer le réchauffement climatique. Alors, on sait que l'accord de Paris a fixé un objectif à atteindre qui est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de ce 2 degrés par rapport au niveau préindustriel et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré. Or, il faut convenir, là, et tout le monde convient, que l'accord de Paris demeure relativement peu précis, là, assez silencieux en fait, sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cet effort, en fait, pour réaliser la transition vers une économie décarbonée à faible émission de carbone qui va permettre de contenir l'élévation des températures. L'accord de Paris, c'est important de le souligner aussi, de le rappeler, il indique seulement aux pays, il indique seulement que les pays vont rechercher un plafonnement mondial de leurs émissions, là, quelque part au milieu du siècle, puis vont opérer des réductions par la suite. Mais on ne prévoit pas de plafonnement chiffré des émissions, là, un plafonnement qui aurait été souhaitable, en fait, dans l'accord de Paris lui-même. Or, le GIEC estime, et dans ses rapports, là, dans ses derniers rapports, il écrit très bien, il estime qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70 % d'ici 2050 pour rester en dessous d'un réchauffement de 2 degrés. Et les engagements actuels des États dans leurs contributions nationales déterminées au niveau national, là, les contributions, les CDN communiquées à ce jour couvrent à peine un tiers
des réductions d'émissions nécessaires pour demeurer en dessous d'une élévation de la température de 2 degrés. Pour demeurer en dessous de 2 degrés, les États devraient émettre au maximum de 40 à 42 gigatonnes d'équivalent CO2, alors qu'ils en ont émis 52 gigatonnes en 2016 et que si la tendance se maintient, ils en émettront encore 53, de 53 à 55 tonnes en 2030. Alors, donc, peu de résultats là, sur la hausse d'ambition des contributions nationales à la COP 23. On n'a pas rehaussé le niveau de l'ambition. Il y a eu aussi peu de mobilisation financière. Alors, on sait que dans le contexte des négociations climatiques, là, le financement climatique, c'est toujours un sujet là, très délicat, là, assez politisé et sensible. À la demande des pays en développement, c'est probablement le seul résultat concret là, sur un effort financier là, annoncé. À la demande des pays en développement, la COP23 a reconfirmé finalement que le Fonds d'adaptation survivrait et servira sous l'accord de Paris après la prise de certaines décisions nécessaires pour le faire, là, décisions qui seront prises à la COP24 et qui n'ont pas été prises à la COP23. Donc, c'est la principale décision concernant là, un effort financier là, qui a été prise à la COP23. Et le format précis, oui, c'est ça. Et le format précis là, des communications aussi qui seront transmises là, parce que les pays se sont également mis d'accord à la COP21 pour discuter plus profondément de l'engagement des pays développés de communiquer tous les 2 ans des informations qualitatives et quantitatives sur les sommes qu'ils mobilisent. Alors, sur les montants qu'ils ont mobilisés, les montants publics qu'ils ont mobilisés et qu'ils accordent aux pays en développement. Et donc, le format précis de ces communications-là sur les sommes qu'ils ont mobilisées pour les pays en développement là, sera précisé également à la fin de l'année à la COP 24. Le premier objectif de la COP 23, et ça, on le savait, c'était de poursuivre le processus de négociation pour élaborer les règles d'application de l'accord de Paris. Donc, on a surtout eu une COP technique. Il y a eu des discussions techniques sur tous les éléments de l'accord de Paris, l'atténuation, l'article 4 de l'accord, l'adaptation au changement climatique, le système de transparence renforcé pour la communication des contributions nationales par les parties et pour également les montants qu'ils ont mobilisés, là. Le mécanisme d'ambition, c'est-à-dire le mécanisme de l'article 14 de l'accord de Paris qui fait qu'à chaque 5 ans, les parties font un bilan collectif des 5 dernières années et essaient de rehausser l'ambition pour les 5 prochaines parce qu'ils doivent faire progresser leur contribution nationale, donc leurs efforts d'atténuation, d'adaptation et leurs efforts de mobilisation financière, ce sont des pays développés. Les mécanismes de marché en vertu de l'application conjointe prévue par l'article 6, le mécanisme pour la promotion de l'observance. Donc, il y a eu des discussions techniques sur tous ces mécanismes-là de l'accord de Paris qu'il faut finalement opérationnaliser. Et les résultats de toutes les discussions qui ont eu lieu à la COP 23 sur ces points-là ont été enregistrés dans des notes informelles par les facilitateurs. Et ce sont ces notes formelles-là qui sont disponibles en ligne là, sur le site de la COP de Paris, de l'accord de Paris, de la COP 23, qui formeront la base des négociations de la COP 24 en 2018 et qui donneront lieu là à des projets de décision et à des décisions de la COP 24. Mais à la COP 23, on a tout simplement eu des discussions. Je vous donne des exemples là, ici de décisions de négociations techniques qui ont eu lieu. Donc, concernant l'article 4, les articles 4 et 13, donc les contributions nationales et la transparence de ces communications-là, des contributions nationales par les États parties à l'accord de Paris. Il y a une mise en garde d'abord là, dans les notes des facilitateurs qui disent que les co-modérateurs reconnaissent que rien n'est définitif tant que les orientations sur les contributions nationales ne sont pas définitives. Les co-modérateurs reconnaissent en outre que les points de vue divergent sur la structure des orientations, y compris la différenciation des contributions nationales entre les pays développés et les pays en développement, qui sont des pays émergents, et la portée des contributions nationales. Donc, sur les points de contenu,
pendant toute la période de mise en œuvre des contributions nationales sur la question de la transparence, les parties ont dit qu'elles devraient fournir des informations sur les secteurs, les méthodologies, les mesures et les hypothèses utilisées pour mesurer et suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre et la réalisation de leurs contributions nationales. Concernant la précision des contributions nationales, les parties devraient, à la lumière de leurs circonstances nationales, augmenter avec le temps l'exactitude des estimations de leurs émissions et de leur puits de carbone pour établir leurs objectifs d'atténuation. Donc, on voit ici que c'est des points de discussion qui ont été soulevés par les parties et qui ont été rapportés dans les notes des facilitateurs. Donc, c'est des discussions vraiment techniques sur la mise en œuvre des dispositions de l'accord de Paris qui ont eu lieu à la COP 23, mais les décisions finales vont se prendre à la COP 24. Donc, c'est sur la base de ces discussions-là qu'on va poursuivre les négociations à la COP 24. Un autre exemple, l'article 15, donc c'est le mécanisme d'observance qui est prévu dans l'accord de Paris. On sait que le mécanisme qui est prévu, c'est un mécanisme visant la facilitation et non pas un mécanisme là, visant la confrontation des États et ça, c'est important. Donc, c'est un mécanisme de facilitation du respect des dispositions qui est envisagé par l'article 15. Encore là, il y a une mise en garde qui annonce, qui est jointe là, aux notes des facilitateurs de la COP 23 sur ce point-là du mécanisme d'observance, où on nous dit que les résultats des délibérations sur ce point feront partie du résultat global du programme de travail de l'accord de Paris à la COP 24 et qu'ils ne doivent donc pas être considérés comme définitifs du tout. On dit ici sur les éléments de contenu, là, les capacités, les circonstances nationales des parties seront à prendre en compte dans les questions de procédure et de fond visant le mécanisme de l'observance et dans le cadre des obligations correspondantes relatives à la transparence des communications nationales. Donc, il faudra prendre en compte les circonstances particulières des pays les moins avancés, des petits pays insulaires en développement et les autres circonstances nationales pertinentes, par exemple les cas de force majeure. Donc, on donne ici des orientations qui vont faire l'objet de la base des négociations concrètes là, à la COP 24. Donc, finalement, les avancées se sont faites davantage sur le plan des actions des collectivités, d'individus. La COP 23 a été l'occasion de poursuivre les initiatives de l'agenda de l'action, ce qu'on appelle l'agenda de l'action. Donc, en appui aux plans d'action nationaux, aux États, finalement, la conférence les conférences des parties sont maintenant l'occasion d'engager davantage les villes, d'engager les groupes, différents groupes des coalitions autour de la réduction du charbon, des villes, les peuples autochtones. Donc, il y a des journées thématiques qui sont organisées sur toutes sortes de thèmes lors des conférences des parties et à l'issue de la COP 23, là, en fait, la COP 23, ça a été l'occasion finalement de prendre des décisions opérationnelles pour lancer une initiative, plusieurs initiatives, il y en a seulement quelques-unes que j'ai recensées ici, une initiative de l'ONU sur la santé et les petites îles, une plateforme pour accompagner l'engagement des collectivités locales et des peuples autochtones, un plan d'action sur le genre et le climat. Donc, où on dit dans le plan d'action, par exemple, qu'on va financer davantage la participation des femmes lors des prochaines COP, entre autres, qu'on va financer des groupements de femmes dans leurs États là, pour renforcer leur capacité à participer aux décisions qui se prennent dans leurs États relativement au climat. Un projet mondial aussi a vu le jour visant à offrir une couverture d'assurance abordable à 400 millions de personnes vulnérables là, avec un site interactif en ligne là, qui vise à trouver de l'information rapidement et à se qualifier pour de l'assurance. Et l'Alliance sur la réduction du charbon, donc qui réunit 25 pays, États, régions et organisations, et donc le Canada fait partie, pour accélérer l'élimination rapide du charbon et de l'acier. Alors, et aider les travailleurs et les communautés touchées à effectuer leur transition et la sortie du charbon, à la sortie du charbon. Donc, c'est quand même un message politique fort là, qui vise à signaler aux États et aux investisseurs également que l'ère du charbon est derrière nous, qu'il n'y a pas de marche arrière à faire dans ce sens-là sur ce sujet. Il s'agit d'un message politique important, notamment en raison là, de l'impact de ce type d'énergie, évidemment, sur le climat, là, le réchauffement climatique, et au vu également des positions, on le sait très bien, là, récentes, là, adoptées par l'administration Trump.
Enfin, dernier point, à la COP 23, on a lancé ce qu'on appelle le dialogue de Talanoa. C'est un mode de dialogue collectif utilisé là, au Fidji, donc c'est pourquoi on l'a appelé comme ça. En fait, l'accord de Paris prévoit que c'est en 2018 que doit se tenir le dialogue de facilitation entre les États pour faire le point sur les efforts collectifs déployés et éclairer le rehaussement de l'ambition là, dans les prochaines années. Donc, en fait, ce processus de dialogue a été lancé en janvier, il va être maintenu toute l'année jusqu'à la COP 24 et il va permettre de dresser le premier bilan mondial des efforts collectifs d'atténuation des émissions. Donc, l'objectif, c'est de rehausser l'ambition des contributions nationales entre 2019 et 2020 pour réajuster la trajectoire des émissions mondiales parce que les États, on le sait, là, on l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, les États doivent arrêter le plus rapidement possible l'augmentation des rejets de CO2 afin d'amorcer le virage qui mènera à leur recul définitif, puis à une relative stabilisation autour de 450 parties par million d'équivalent CO2. Donc, on a présenté étonnamment là, le lancement du dialogue de Talanoa comme l'un des plus grands succès de la COP 23. Bon, alors que finalement, c'était envisagé par l'accord de Paris qu'on allait tenir ce dialogue de la facilitation-là en 2018 pour rehausser les efforts en vue des décisions d'application des mécanismes de l'accord de Paris décisions qui vont avoir lieu à la COP 24 à la fin de l'année. Bon. C'est un dialogue donc qui va se tenir toute l'année, qui prendra fin à la COP 24 et qui va prendre fin à la COP 24 sous l'éclairage du prochain rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, rapport spécial qui lui a été demandé sur les conséquences d'un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 degré par rapport au niveau préindustriel. On peut d'ores et déjà prédire que le diagnostic là, va être brutal de ce rapport et qu'il va mettre de la pression là, sur les délégués à la COP 24. Donc, en conclusion, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, comme j'ai possibilité de dialoguer avec vous, bon, on vient de parler du dialogue de Talanoa. Donc, en guise de conclusion, Patricia Espinosa, la secrétaire exécutive du secrétariat de l'ONU sur les changements climatiques, a déclaré à l'issue de la COP 23 que cette conférence a, avec l'adoption du dialogue Talanoa, livré une rampe de lancement qui peut nous conduire à cette prochaine étape d'une ambition rehaussée. La COP 23 également fait avancer les directives relatives à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, elle résume dans son premier paragraphe-là que la COP 23, c'est la COP de l'action des acteurs non étatiques, à mon avis, là, à l'avis de plusieurs, et c'est la COP, pas d'inaction étatique, mais en fait d'une action très technique et sans trop d'intérêt politique, là, finalement, des acteurs étatiques. C'est une réunion vers la COP 24, préparatoire à la COP 24, finalement. Et en réalité, le contexte ne prêtait pas beaucoup à un rehaussement de toute façon de l'ambition, je crois, des États à la COP 23, avec l'annonce du retrait politique là, des États-Unis tout juste avant la conférence. Eh bien, ça nécessairement, et c'est le danger, ça peut avoir un effet d'entraînement sur les autres États ou à tout le moins là, de limiter les ardeurs. Et actuellement, on peut dire que probablement que la conférence des parties se cherche un peu là, il y a un vide de leadership en fait. Les États-Unis quittant la table, étant en retrait, le leadership doit être assumé. Et est-ce que l'Union européenne va assumer ce leadership? Rien n'a démontré qu'à la COP 23, l'Union européenne l'a fait. Est-ce que la Chine va le faire? Le premier pollueur du monde, rien non plus n'a montré que la Chine allait tenir ce rôle de leader. Donc, je termine en disant que la COP, finalement, a été une COP de l'action des acteurs non étatiques, plus que de l'action des acteurs étatiques. Je vous remercie. Au revoir. Donc, avec ce premier tour d'horizon des négociations internationales, on passe maintenant à l'échelle canadienne, à la perspective canadienne. Donc, effectivement, j'invite des gens, Géraud de Lassus Saint-Geniès, à se préparer.
Donc, Géraud est chercheur postdoctoral à l'Université McGill. Il est aussi chercheur associé au Centre pour l'innovation dans la gouvernance mondiale, globale. Il est également enseignant à la faculté de droit de l'Université Laval, où il enseigne notamment le droit de l'environnement. Et ses travaux de recherche portent particulièrement sur la question des changements climatiques. Merci pour l'organisation de cette activité. Je vais commencer par m'excuser parce que, en préparant ma présentation, j'ai un peu modifié mon angle d'approche et donc je vais peut-être moins vous parler directement du Canada que de vous parler peut-être de ce que j'ai vu dans ces négociations sur le climat. Et mon objectif, en fait, c'est pas tellement de vous présenter les résultats de cette conférence dans une manière globale, mais c'est plutôt d'essayer de vous donner un aperçu de la nature des discussions que les États ont eues dans cette conférence sur le climat, du type de problèmes sur lesquels ils se sont penchés. Et je pense que pour faire ça, le mieux, c'était de prendre un exemple très concret pour vous montrer de quoi, en fait, est-ce que les États parlent concrètement dans ces salles de négociation. Donc c'est plutôt une vue de l'intérieur de la COP que je vous propose. L'idée, c'est peut-être de montrer que la lourdeur de tout ce processus multilatéral, parce que ça va quand même extrêmement lentement, ces discussions-là, ça s'explique peut-être pas seulement par un manque de volonté politique ou, comme on peut le penser, une mauvaise foi des États, mais ça s'explique peut-être aussi simplement parce que les questions dont les États discutent sont d'une complexité redoutable et que quand on négocie à 196 États, c'est vraiment pas facile de trouver des solutions qui vont convenir à tout le monde. Et très honnêtement, et c'était un peu ce que je voulais vous montrer, il y a des questions qui sont techniques sur lesquelles on ne peut pas vraiment dire qu'un État a plus tort ou plus raison qu'un autre État. C'est des positions différentes, mais c'est ce qui fait que c'est difficile de trouver un terrain d'entente. Donc mon propos, vous l'aurez compris, va être assez technique, et en fait, je trouvais que l'occasion s'y prêtait, parce que cette COP23, c'était, comme Sophie l'a dit, c'était une COP technique. Le but du jeu, c'était quoi? C'était d'avancer dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord de Paris, parce que cet accord de Paris, il est formulé de manière extrêmement vague, et donc maintenant, il faut qu'on détaille très précisément de quelle manière est-ce qu'on met en œuvre ces dispositions-là. Et le but du jeu, en fait, c'est qu'on a encore 11 mois maintenant, puisqu'on s'est donné jusqu'en décembre 2018, pour adopter ce paquet de décisions de mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc ça va être une sorte de règlement d'application. Et il y a un article qui doit faire l'objet d'une sorte de règlement d'application. Et cet article-là, dont je vais vous parler, c'est l'article 6.2 de l'accord de Paris, donc qui porte sur une question, on l'appelle les approches concertées, mais vous allez voir que c'est un rapport avec les marchés du carbone et donc aussi un rapport assez direct avec ce qui se passe au Canada et au Québec. Et je trouvais que c'était un bon exemple à prendre, parce que ça permet vraiment de voir à quel point est-ce que c'est difficile de trouver des consensus sur des questions qui ne sont pas forcément extrêmement politiques, à première vue du moins. Alors pour comprendre cet article 6, il faut peut-être rappeler quelques éléments de contexte, et je rappellerai en fait ici deux choses. Donc première chose, c'est que l'accord de Paris prévoit, ça je pense qu'on est tous un peu familiers avec cette notion-là, prévoit un système de contribution déterminé au niveau national, et je vais utiliser l'acronyme anglais, donc NDC. Et la règle, c'est que chaque État qui devient partie à l'accord de Paris communique une NDC, qui est en fait un document dans lequel vous avez des cibles d'atténuation. Donc, par exemple, pour le Canada, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de 30% par rapport au niveau de 2005. Et la particularité, c'est que ces cibles ne sont pas contraignantes, mais que les États ont quand même l'obligation d'adopter des mesures d'atténuation au niveau national en vue de réaliser leur contribution. La deuxième chose à dire, c'est que ça peut être difficile et coûteux pour les États d'atteindre ces cibles de réduction, et c'est surtout vrai pour les États, développés, parce qu'on a quand même fait beaucoup d'efforts pour couper dans les émissions de gaz à effet de serre ces dernières années, donc la réserve de ce qu'on peut couper est plus difficile à aller chercher. Et donc l'accord de Paris prévoit aussi la possibilité pour les États d'agir en concertation pour atteindre leur cible d'atténuation. Et donc en fait, c'est quoi cette idée de concertation? C'est de dire que un État peut acquérir un résultat d'atténuation qui va être généré par un État, par des mesures domestiques, et qui va pouvoir l'utiliser après pour démontrer qu'il a respecté sa contribution nationale. Alors très concrètement, un résultat d'atténuation, c'est quoi? C'est une réduction de 1 tonne de gaz, 1 tonne d'équivalent CO2 qui a été générée, et donc peut-être que le Canada pourrait acheter cette tonne de réduction qui a été émise par un autre État et l'utiliser pour dire, vous voyez, grâce à cette tonne, j'ai atteint la cible que je m'étais engagé à respecter. Donc en fait, vous l'avez compris, c'est la logique du marché du carbone qu'on retrouve ici. Sauf que, quand on a négocié l'accord de Paris, eh bien, les États avaient une certaine divergence sur
la manière de concevoir ces approches concertées. Certains États ont dit que les actions concertées, ça devait correspondre à des mécanismes qui devaient être définis au niveau international avec des règles communes pour tous les États et que donc il fallait prévoir dans l'accord de Paris des règles pour dire comment est-ce qu'on allait produire ces résultats d'atténuation qui après allaient pouvoir être utilisés par d'autres États. Et puis d'autres États ont une approche différente qui consistait à dire en fait ce qu'il faut c'est que chaque État puisse décider librement au niveau national comment est-ce qu'il va produire ces résultats d'atténuation. Il faut qu'il puisse les vendre ensuite directement à qui il veut. Et même si ces résultats d'atténuation n'ont pas été produits dans des règles qui ont été décidées dans l'accord de Paris, il faut quand même qu'on puisse utiliser ces résultats d'atténuation pour atteindre les cibles de l'accord de Paris. Donc vous voyez deux visions différentes, et comme on n'arrive jamais vraiment à se mettre d'accord dans les négociations internationales, eh bien, on garde les deux options. Donc on a dans l'accord de Paris un article 6.4 avec un mécanisme international pour permettre de produire ces résultats d'atténuation, donc selon une procédure qui doit encore être définie, mais qui va être la même pour tout le monde. Donc c'est la logique de centralisation. Et puis on a cet article 6.2, qui est une logique différente, qui permet aux États de coopérer pour s'échanger des résultats d'atténuation qu'ils ont eux-mêmes produits au niveau national et qui peuvent utiliser pour leur cible de réduction. Alors cette approche de l'article 6.2, elle a des avantages, parce que évidemment c'est plus facile pour les États de définir au niveau national comment est-ce que je vais produire un résultat d'atténuation. C'est facile de mettre en place un marché du carbone au niveau domestique et donc de générer des réductions de gaz à effet de serre. C'est évidemment beaucoup plus compliqué de le faire fonctionner au niveau international, ce marché du carbone, à 196 États. Et puis aussi, l'avantage, c'est que vous avez accès à une plus grande diversité de résultats d'atténuation. Vous pouvez aller les chercher dans les États que vous voulez. Mais évidemment, il y a des risques. Et le premier risque, c'est l'intégrité environnementale. Les États vont produire eux-mêmes leurs résultats d'atténuation, d'accord, mais il faut quand même qu'on s'assure qu'il y a bien eu, dans les faits, un résultat d'atténuation qui a été produit. Parce que si on utilise des résultats d'atténuation qui ne correspondent à rien, les cibles de l'accord de Paris, elles n'ont plus vraiment de valeur. Puis le deuxième problème, c'est un problème de calcul. Si j'utilise un résultat d'atténuation, si je l'achète auprès d'un autre État et que je l'utilise pour atteindre ma cible, il faut quand même qu'on s'assure que l'État qui me l'a vendu ne l'utilise pas lui aussi pour dire qu'il a atteint sa cible. Donc il faut éviter une double comptabilisation. Donc tout le problème de cet article 6.2 et tout l'objectif qu'on voulait atteindre avec cet article 6.2, c'était de bénéficier des avantages en limitant les risques, donc de laisser une certaine liberté aux États pour pouvoir s'échanger des résultats d'atténuation, mais en même temps garantir l'intégrité environnementale de l'accord de Paris. Alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien ça donne cette magnifique phrase typique du style onusien, qui est l'article 6.2, j'ai un peu coupé pour que ça rentre sur la diapositive. Lorsqu'elle mène à titre volontaire des démarches concertées par l'utilisation des résultats d'atténuation transférés au niveau international aux fins des NDC, donc 3 conditions, il faut promouvoir le développement durable, garantir l'intégrité environnementale et appliquer un système fiable de comptabilisation. Et cela doit se faire conformément aux directives qui est adoptées par la conférence des parties, donc c'est la CMA, c'est un peu l'Assemblée parlementaire des membres de l'accord de Paris. Là où ça devient plus compliqué, c'est que c'est ça qu'on doit mettre en œuvre, et quand on cherche à mettre en œuvre concrètement cette chose-là, eh bien on se rend compte qu'il y a énormément d'ambiguïté dans ce simple petit paragraphe, qui est un paragraphe d'un article de l'accord de Paris, et que ça devient très compliqué de savoir comment est-ce qu'on met les choses en place. Alors, il y a en fait, à mon avis, plusieurs questions, je ne vais évidemment pas toutes les mentionner, mais simplement pour vous donner une idée du type de questions qui restent en suspens et dont les États parlent en ce moment. Il y a des questions qui portent plutôt sur le premier paragraphe, donc sur le concept même d'utilisation des résultats d'atténuation transférés au niveau international, puis il y a des questions qui portent plus sur les 3 autres conditions qui suivent après. Donc simplement, je vais diviser ça comme ça. Donc première série de questions, ça porte sur les résultats d'atténuation transférés au niveau international, et je vais utiliser l'acronyme anglais, ITMO, parce qu'en français ça fait RATI, et je ne trouve pas ça très élégant. Donc ITMO. Alors première question, qu'est-ce que c'est qu'une ITMO ? Ça n'a pas été défini dans les négociations de l'accord de Paris, pour la bonne et simple raison que lors des négociations de l'accord de Paris, il y avait des États qui ne voulaient absolument pas qu'on parle de marché du carbone. Donc toute référence à crédit carbone, droit d'émission, unité, ils n'en voulaient pas, donc il a fallu trouver quelque chose de neutre, et on a utilisé ITMO. Mais là, maintenant qu'on doit rendre les choses opérationnelles, la question se pose, c'est quoi un ITMO ? Comment est-ce qu'on le mesure ? Est-ce que c'est une unité qui représente une tonne équivalent CO2, comme on connaît peut-être avec notre marché du carbone au Québec ? Mais il y a d'autres États qui disent non, une ITMO, ça doit être beaucoup plus large que ça. Par exemple, si j'améliore mon efficacité énergétique ou si je réduis mes émissions de gaz à effet de serre par point de croissance ou par habitant, il faut que je puisse le transférer aussi, ce résultat d'atténuation. Donc il me faut des unités de mesure qui me permettent aussi de comptabiliser
des gaz à effet de serre par habitant et des gaz à effet de serre per capita. Donc première question, c'est quoi une ITMO et est-ce qu'on doit le définir, ce concept-là, au niveau international ou est-ce qu'on devrait plutôt le définir au niveau national? Autre question. Est-ce que tous les États peuvent transférer leurs résultats d'atténuation? Alors certains États disent, pour transférer un résultat d'atténuation, il faut avoir un budget carbone. En gros, il faut avoir un cap, c'est-à-dire un objectif de réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est plus facile pour la comptabilité. On sait que vous avez un budget carbone sur une certaine période, et donc ça part d'un État et ça va dans l'autre budget, la comptabilité est assez facile. Mais il y a certains États qui disent, attendez, si on fait ça, ça veut dire que tous les États qui ont adopté des contributions volontaires qui ne sont pas fondées sur un budget carbone ne peuvent pas transférer des résultats d'atténuation. Et donc, à contrario, ça veut dire que vous avez un avantage à adopter des cibles d'atténuation qui sont fondées sur un budget carbone, et donc vous avez un avantage par rapport aux autres, et vous portez atteinte au principe qui est à la base de l'accord de Paris, qui est le caractère nationalement déterminé de l'action. Troisième question, est-ce qu'un résultat d'atténuation qui est produit dans un secteur non couvert par une NDC peut être transféré? Alors ça devient un peu plus technique, mais c'est assez simple à comprendre. Si vous avez une NDC qui dit je réduis mes émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel et que vous avez généré une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole, est-ce que vous pouvez la vendre? Est-ce que vous pouvez faire un transfert d'atténuation ou est-ce que vous ne pouvez pas? Certains États disent c'est bien parce qu'on va pouvoir trouver de nouveaux potentiels de réduction. D'autres disent oui mais attendez, vous avez un avantage parce que là vous allez recevoir de l'argent. On va vous enlever des résultats d'atténuation, mais ces résultats d'atténuation-là, ils ne font pas baisser votre cible, donc ils ne la rendent pas plus contraignante. Donc il y a des questions qui se posent aussi. Alors, autre paquet de questions, sur quoi doivent porter les directives de la CMA? Si je reviens en arrière, on a vu qu'il y a 3 items, promeuve le développement durable, garantir l'intégrité environnementale et le système de comptabilisation. Est-ce que c'est que sur le système de comptabilisation ou est-ce que c'est aussi sur le développement durable et l'intégrité environnementale? Là aussi, les États ne sont pas d'accord. Comment est-ce qu'on assure un système de comptabilisation? Est-ce qu'on met en place des registres nationaux qui vont tous être interconnectés avec un registre international qui va être géré par le secrétariat de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques? Ou bien est-ce que chaque État applique son propre système de comptabilisation et à ce moment-là rapporte des informations sur la manière dont il a comptabilisé ses transferts de résultats d'atténuation? Et puis enfin, dernière question, comment est-ce qu'on contrôle le respect de ces 3 conditions-là? Est-ce que ça doit être un contrôle a priori? Est-ce qu'il faut vérifier avant que les États fassent des transferts qu'ils ont bien respecté le développement durable, l'intégrité environnementale et la comptabilisation? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire a posteriori? Et c'est vrai que l'accord de Paris est assez mal équipé pour gérer avec des manquements à la légalité. Donc certains États disent qu'il faut qu'on mette en place un mécanisme spécifique dans l'accord de Paris pour superviser ces transferts de droits d'émission, de résultats d'atténuation, pardon, et d'autres États, évidemment, n'en veulent pas. Donc on voit que sur toutes ces questions-là qui sont techniques, c'est des approches différentes de la coopération et ce n'est pas évident de dire qui a raison, qui a tort. On peut, à vrai dire, toutes les positions peuvent se justifier. Alors si on abstractionne un peu et qu'on remonte à la surface, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de ces aspects-là? Donc évidemment à la COP23, il y a eu beaucoup de discussions techniques, c'est sûr, ça, on ne peut pas le nier, mais je pense qu'il faut dépasser ce critère de la technicité pour voir ce qu'il y a derrière. D'abord, derrière les discussions techniques, il y a des vrais enjeux de gouvernance qui se posent, et j'ai essayé de vous en donner un aperçu, parce que très souvent, les questions que les États se posent à propos de l'article 6.2, c'est est-ce qu'on définit les choses au niveau national ou est-ce qu'on définit les choses au niveau international? Donc, quand on a négocié l'accord de Paris, la logique, c'était un peu le substantiel, c'est national, c'est-à-dire que les États décident comment ils luttent contre les changements climatiques, et le procédural, c'est international, c'est-à-dire les mécanismes de transparence, de vérification, c'est géré au niveau international. Mais est-ce que c'est véritablement la bonne approche? On sent qu'il y a des États qui voudraient qu'il y ait un peu plus de substance, qu'il y ait un peu plus de dents dans ces règlements d'application qu'on est en train de mettre en place. Deuxième commentaire, c'est que la technicité des discussions, à mon avis, c'est une réflexion, il faudra peut-être creuser avec l'aide d'autres disciplines, la technicité des discussions, ou en tout cas quand on a des COP qui sont techniques, par effet de compensation, ça favorise la montée en puissance d'autres acteurs qui ne sont pas des États, d'autres processus que des processus intergouvernementaux, et d'autres types de préoccupations que celles dont on discute habituellement dans le climat. Et Sophie en a donné un aperçu. Alors d'autres acteurs, on peut penser aux peuples autochtones qui ont eu une place importante dans cette COP23. D'autres processus, et ça je pense que M. Lemierre en parlera, la question du charbon, l'initiative qui a été lancée
par le Canada, la Grande-Bretagne et les îles Marshall, mais qui est ouvert aussi aux acteurs infra-étatiques, et le Québec en fait partie, et les entreprises aussi en font partie. Donc c'est une autre approche de la coopération que simplement interétatique. Et puis d'autres préoccupations, eh bien on l'a vu avec le plan d'action sur gender, les préoccupations de genre qui a été mis en place, qui sont des bonnes préoccupations, mais que l'on met un peu à l'arrière-plan quand le processus intergouvernemental prend beaucoup de place dans les COP. Et puis troisième question, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que toutes ces discussions techniques, elles ont des implications concrètes sur les États. Et le problème, à mon sens, c'est que ça devient d'une telle technicité que, on va se le dire, il y a très peu de personnes qui sont capables de suivre ce qui se passe véritablement dans ces salles de négociation. Et comme ça a un impact direct sur nos politiques climatiques, eh bien, la question, elle se pose aussi en termes d'enjeux démocratiques, puisque je ne suis pas sûr qu'on soit équipé pour exercer un bon contrôle démocratique sur les décisions qui soient prises dans ces enceintes de négociation-là. Donc, derrière ces questions de technique, et je crois qu'il y a le risque, il est là, c'est de faire en sorte que les États ne s'abritent pas derrière la technicité des négociations pour masquer un manque d'ambition politique, parce que ce n'est pas avec des discussions techniques qu'on résout les problèmes, mais c'est d'abord avec une ambition et une volonté, donc des choix politiques clairs et assumés en faveur du climat. Donc je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, très bonne transition. La troisième présentation donc, sur l'action du Québec sur le climat. J'ai le plaisir de vous présenter Jean Lemire. Jean Lemire qui a été nommé en septembre dernier émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques par le gouvernement du Québec. Mais si vous ne connaissez pas son travail encore comme émissaire du Québec, vous le connaissez certainement pour son travail au cours des 15 dernières années comme communicateur scientifique, comme vulgarisateur sur les questions de changement climatique, par le biais de différentes missions, notamment en Antarctique, à travers le monde. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'un émissaire? Bonne question. En fait, je suis très content. Mon mandat est vraiment sur l'international et donc pouvoir aller à ces grandes rencontres pour être capable d'établir des partenariats et évidemment présenter la position du Québec. Vous savez, c'était une COP, on le dit, une COP technique, mais personne ne s'attendait à ce que le buzz de Paris soit à bonne. Là. En même temps, ces COP techniques-là, elles sont nécessaires et essentielles. Évidemment, la prochaine sera plus importante, mais il fallait d'abord établir un mode d'emploi. Et vous savez, il y a des avantages à avoir des COP techniques, comme on le dit, c'est que ça permet à d'autres joueurs de se lever. Et on l'a vu, entre autres, avec tous les participants comme les États fédérés, comme le Québec. On a vu des leaders nouveaux, si on veut. Ben, c'était des gens qui étaient assez charismatiques avant, qu'on connaissait, mais un Jerry Brown de la Californie qui se promène dans les corridors de la COP, c'est quelque chose. Donc, c'est des gens qui, normalement, ont moins de présence lorsque ce sont les États qui parlent, mais là, c'était vraiment une belle occasion, je pense, pour prendre la place. Le gouvernement du Québec, évidemment, est impliqué dans la lutte contre les changements climatiques depuis un certain temps, et c'est basé principalement, évidemment, sur une approche à deux volets, donc atténuation, donc diminution des gaz à effet de serre, et une adaptation au changement climatique. Évidemment, je ne vous ferai pas la démonstration pourquoi c'est important de lutter contre les changements climatiques, mais déjà au Québec, vous le voyez bien, on a plusieurs phénomènes qui nous touchent directement. Je pense évidemment à ce que vous voyez là aux exemples qui sont nommés. J'aimerais également rappeler qu'une partie de mon mandat concerne les enjeux arctiques et nordiques. Et là, vraiment, si vous allez faire un tour dans le Nord, vous allez voir que les effets des changements climatiques sont plutôt catastrophiques. Je pense évidemment à la fonte du pergélisol qui s'accélère également. Et je pourrais vous montrer des images où on a réalisé le passage du Nord-Ouest en 2002 avec notre voilier dans une bataille épique contre la glace. Et on est retourné en 2015 exactement au même endroit et on n'a jamais vu un morceau de glace, là. Et on ne parle pas de phénomènes qui sont
très éphémères dans le temps. Ce sont des choses qui sont installées. Ce que moi j'ai vu dans l'article, vous ne le verrez jamais plus parce que ça n'existe plus. Alors évidemment, je n'ai pas besoin de vous convaincre sur l'importance de ça et je dirais, sur les projections qu'il faut faire aussi. Quels seront où on s'en va si on n'améliore pas notre sort? Alors, vous avez encore une fois un paquet d'exemples qui touchent à la fois la santé publique, l'environnement, bien sûr, mais avec des coûts économiques et sociaux très, très importants. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Dans cette lutte contre les changements climatiques, il n'y a que des gains à faire. Il n'y a pas de pertes. Nous aurons juste un milieu de vie beaucoup plus agréable, des conditions de santé publique plus favorables. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce virage. Et donc, les COP permettent d'avoir des rencontres entre de réels influenceurs, de réels décideurs, d'où l'importance d'être là, de pouvoir rencontrer ces gens et de jouer ce rôle d'influenceur pour que les choses avancent. La contribution du Québec à l'international, elle est importante. Le Québec est reconnu comme un joueur très actif parmi les États fédérés. On pense là à différents groupes que vous connaissez peut-être, là, le Climate Group, la coalition Under Two. Il y a plein de regroupements qui mettent de la pression sur les États et qui bougent déjà. Et ça a été vraiment quelque chose de formidable à Bonn. Avec, évidemment, le retrait des États-Unis, on a vu vraiment des leaders se lever. Et comme le Québec est très, très actif au sein de ces regroupements avec des États, eh bien, ça permet d'avoir un véritable dialogue, d'établir des partenariats et de faire avancer des causes. Le Québec est très engagé auprès des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et je vous donne l'exemple de Paris, où le Québec a décidé de donner 6 millions, par exemple, pour le Fonds pour les pays les moins avancés. C'était le premier État fédéré qui s'engageait dans ce sens-là. Et c'est pour une raison très, très simple, en fait. Ça envoyait un signal au reste du monde, et les COP servent à ça aussi. Ça envoyait un signal très, très fort au reste du monde. Si on n'aide pas les pays qui en ont le plus de besoin, évidemment, ils ont besoin d'énergie comme nous, et ils vont aller vers des sources d'énergie qui coûtent le moins cher, comme le charbon. Donc, en permettant d'amener une aide financière, et c'est exactement ce que le gouvernement du Québec a fait en mettant sur pied un programme qu'on appelle le PCCI, le Programme de coopération climatique internationale. Alors, c'est vraiment un programme qui permet à des organisations d'ici, du Québec, de faire des partenariats avec des organisations locales sur le terrain, dans les pays francophones, entre autres de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et les Caraïbes, et de vraiment créer des partenariats pour lutter contre les changements climatiques. C'est des sommes quand même importantes. À Paris, le gouvernement du Québec a annoncé 18 millions de dollars en ce sens-là. Et à la COP 23, on a pu renouveler, passer au deuxième appel de projet. C'est un projet qui fonctionne très, très bien. Et je vous rappelle l'importance d'envoyer ces signaux au reste du monde. Il faut vraiment aider ces pays, et c'est évidemment parmi les grands objectifs de l'accord de Paris. Alors, on avait plusieurs objectifs lors de nous, on dit la CDP 23. Alors, durant cette CDP 23, évidemment, toujours mettre en valeur les initiatives du Québec, mais aussi créer d'autres partenariats. On parle beaucoup du marché du carbone du Québec, qui est lié à la Californie, et l'Ontario est un peu un exemple en ce moment sur la planète. Évidemment, on peut l'améliorer, on peut amener d'autres partenaires, et c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement d'autres pays qui s'intéressent, d'autres États qui s'intéressent à ce marché du carbone. C'est un marché qui sert souvent de référence,
Il y a d'autres pays qui consultent les spécialistes du gouvernement ici pour vraiment pour bien comprendre ce marché. Donc, ça, évidemment, ça fait partie du travail, cette mise en valeur des initiatives du Québec. Toujours, évidemment, travailler à la surveillance, je dirais, de l'article 6, comme tu parlais, Géraud, parce que c'est un article très, très important, puisqu'évidemment, si on a un des marchés du carbone qui fonctionne le mieux sur la planète, bien, il faut s'assurer qu'il est reconnu et qu'il est bien en place. Il y a tout un travail qui est fait au niveau de support des actions de la société civile. Évidemment, il y a beaucoup de compagnies québécoises qui sont là à la COP. Alors, on les accompagne pour être sûr qu'ils trouvent eux aussi des occasions de partenariat. La COP, en quelques mots, pour nous, cette année, c'était bien parce que toujours dans le cadre de la coalition Under Two, on parle quand même de 200 gouvernements signataires et endosseurs là, qui sont engagés à réduire leurs émissions de GES de 80 à 95 % en dessous des niveaux de 90 d'ici 2050. Alors, le Québec a été désigné comme coprésident Amérique du Nord. Donc, on continue à œuvrer très, très près de ces organismes qui sont vraiment sur le terrain et qui avancent. Il y a eu le lancement du deuxième appel à projet du fameux PCCI. Selon ce qu'on entend, évidemment, les pays sont très contents de cette participation du gouvernement du Québec. C'est 18 millions. Vous allez me dire qu'on ne va pas changer le monde avec ça, mais essayez juste d'imaginer si tous les États faisaient cette même contribution-là, comment le sort de ces pays qui ont vraiment besoin d'aide serait amélioré. Donc, on espère encore toujours que ce message envoyé par le Québec va continuer à faire boule de neige. Il y a d'autres pays qui ont suivi l'initiative du Québec et on espère qu'il va y en avoir toujours de plus en plus. Le Québec a adhéré, et je vous laisse le lire, là, le CIAC, bon, enlevez pas le I surtout, là, le CIACA. Alors, c'est vraiment de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Encore une fois, c'est un programme sur le terrain pour permettre l'adaptation des pays en développement. Et évidemment, on a adhéré à cette alliance énergisée au-delà du charbon. Ça envoie un signal, encore une fois, pour qu'il y ait une sortie du charbon par plusieurs pays. On était une vingtaine de pays, États et regroupements. Mais ce qui est intéressant dans cette approche-là, encore une fois, c'est que de plus en plus, on se rend compte que ce ne sont plus seulement les États qui vont décider, mais qu'il va y avoir de plus en plus de partenariats, évidemment, avec les États non fédérés, mais également avec les compagnies, avec les ONG, avec tout le monde est en train de mettre vraiment ses efforts pour y arriver. Et j'aimerais conclure là-dessus parce que, vous savez, les COP, et je vais à beaucoup de réunions internationales et on est toujours dans cette idée où on demande à nos dirigeants de tracer la voie. On leur demande de mettre des règles en place pour qu'on puisse atteindre des objectifs, pour qu'on puisse améliorer notre bilan, qui est un bilan, quelque part, qui reflète notre façon de vivre. Et j'ai l'impression que si on veut faire des progrès réels, il va falloir, à un moment donné, qu'on s'implique vraiment davantage, en tant qu'individu, en tant qu'influenceur de nos sociétés. On ne peut pas continuer d'être dans la théorie. Si j'étais capable de vous amener un à un dans l'article, vous comprendriez tout de suite. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut donc mettre de la pression, continuer de mettre de la pression. Et dites-vous que la plupart des décisions qui sont prises dans les COP ou dans les grandes réunions internationales le sont par des gouvernements. Et ces gouvernements sont influencés directement par la pression que le citoyen arrive à mettre sur ces gouvernements. Oh, que je ne suis pas trop émissaire gouvernementaux quand je dis ça, mais j'y crois profondément à ce pouvoir du citoyen, à ce devoir de citoyen. Et donc, rappelons-nous que bien au-delà des COP, bien au-delà de ces rencontres internationales,
le véritable pouvoir demeure sur la transformation qu'on peut faire de ces décideurs qui vont quelque part voter, prendre les décisions sur l'avenir de la planète. Ne sous-estimez jamais votre rôle car il est, selon moi, essentiel. Merci. Merci beaucoup, Jean-Lumire. Donc, quatrième présentation. Nous avons comme conférencière Marielle Papin, qui est doctorante au département de sciences politiques, qui travaille donc sur la politique internationale de l'environnement et du climat, qui, comme les conférenciers précédents, était à la COP à Bonn en novembre dernier. Ces travaux portent particulièrement sur le rôle des acteurs non étatiques. Alors, les conférenciers précédents l'ont déjà souligné. Les grands rendez-vous comme les COP ne font pas qu'interpeller les États. La politique internationale de l'environnement, ça ne commence pas toujours par les États et ça ne se termine pas non plus toujours par les décisions des gouvernements. Donc, ces travaux portent sur le rôle des acteurs non étatiques, des acteurs qu'on qualifie parfois de transnationaux, et particulièrement sur le rôle des gouvernements locaux, des villes, des municipalités, qui se sont organisés en réseau pour partager des idées, pour coopérer, pour établir des partenariats. Alors, Marielle, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. J'ai beaucoup apprécié cette table ronde pour le moment parce qu'on est vraiment effectivement parti de cette perspective internationale pour arriver un petit peu plus sur les États, pour arriver plus sur des États fédérés, puis d'autres acteurs. Et puis justement, je voudrais continuer sur cette logique. On n'arrivera peut-être pas au niveau de l'individu, mais en tout cas, on va continuer un peu ce chemin-là. Et donc, je voudrais parler de la place des villes, des réseaux de villes, et puis d'autres acteurs non étatiques présents à la COP23 et présents dans ces négociations climatiques. Alors, première question, pourquoi les villes ? Eh bien, commençant par le point de vue un peu négatif, les villes émettent beaucoup de gaz à effet de serre. On considère que on a 50% de la population mondiale qui vit actuellement dans les villes. Ça continue à croître. On estime qu'en 2050, on arrivera à 70-80% de la population mondiale urbaine. Et dès à présent, avec ces 50% de la population mondiale, on voit que nous produisons 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors c'est évident de ce point de vue-là qu'on doit réfléchir à la question des villes et de l'urbanisation quand on réfléchit aux questions des changements climatiques. Et puis en plus, l'urbanisation, ça crée aussi de nombreux autres problèmes, la perte d'écosystèmes, l'érosion des sols, toutes ces problématiques qui peuvent être liées de près ou de loin aux questions climatiques. Alors ensuite, pourquoi les villes ? Parce que les villes participent fortement aussi à l'action climatique locale. Donc là, sur cette diapositive, on a deux photos. On a une photo prise à Copenhague, en haut à droite, où on voit l'importance du vélo. Vous avez dû en entendre parler. Copenhague est un leader mondial en ce qui concerne cette politique de transport durable et notamment la question du cyclisme, qui est fortement promue. Et puis, on a en bas à gauche la ville de San Francisco et la question, qui est un leader mondial aussi, reconnu pour sa gestion durable des déchets. Et donc là, on a donc deux politiques, le transport urbain, la question des déchets, qui peuvent être gérés par les villes et qui le sont fortement. Et là, on a de bons exemples de ça. Mais les villes sont aussi présentes à l'échelle mondiale. Et donc là, sur cette image, on a une des réunions des villes à travers des réseaux de villes présentes à la COP23. Très enthousiaste et en train de dire attention, nous les villes, nous sommes aussi en faveur de l'action climatique et nous allons faire quelque chose et nous allons le montrer aussi au niveau mondial et aussi dire aux États on a aussi besoin de votre aide, on a aussi besoin de financement, bien sûr. Alors les villes généralement quand elles agissent à l'échelle mondiale, elles agissent à travers les réseaux de villes, les réseaux municipaux transnationaux. Et donc là, par exemple, on a deux villes canadiennes, Montréal et Toronto. Puis tout ce que je cherche à vous montrer avec ça, c'est que ces deux villes-là font partie de 5 réseaux de villes différents, au moins. Simplement 5 réseaux de villes qui travaillent plus spécifiquement sur des questions climatiques. Et parmi ces 5 réseaux-là, on avait déjà 3 qui étaient présents à la COP23, parce qu'on avait donc ICLEI en haut à gauche, le Global Covenant of Mayors qui est
en bas au centre, et puis le C40 qui est en bas à droite. Et puis Metropolis et 100 Resilient Cities sont sur des questions un peu plus générales de problématiques urbaines et de résilience, aussi bien climatique que plus générale, mais s'insèrent aussi dans ces questions climatiques. Et donc on a juste 2 villes et déjà 5 réseaux autour qui permettent de promouvoir cette action au niveau mondial. Alors à quoi servent ces réseaux ? Donc ces réseaux, ce que j'appelle ces réseaux municipaux transnationaux, sont des réseaux dont les membres sont principalement des villes, mais on a parfois d'autres acteurs. Et même quand c'est principalement des villes, il y a toujours beaucoup de partenaires qui sont des ONG, qui sont des entreprises, qui sont aussi parfois des gouvernements nationaux, des gouvernements fédérés, etc. Et ces réseaux vont favoriser l'échange et le partage de connaissances de leurs membres sur différentes problématiques urbaines en lien avec les changements climatiques, qui vont aussi chercher à orienter leur comportement vers l'action climatique en leur fournissant différents outils, par exemple, un protocole pour mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, des guides pour être moins vulnérables au changement climatique, etc., etc., et qui vont aussi les représenter sur la scène mondiale, donc là, par exemple, à la COP23. Il faut dire aussi que ces réseaux, il en existe dans d'autres thèmes. Il en existe sur les questions de santé, par exemple, sur les questions de sécurité, etc., etc. Là, je parle de ceux qui s'intéressent surtout aux aspects climatiques. Alors, où est-ce qu'on les a vus, ces réseaux, à la COP23 ? Eh bien, on les a vus notamment dans un pavillon qui était le pavillon des gouvernements locaux et régionaux. C'était quand même un gros pavillon à la COP qui a organisé différentes activités. Tout au long de la COP, tout au long des 2 semaines de la COP, on a eu de nombreuses réunions, des conférences, des dialogues qui tentaient de faire parler ensemble des dirigeants locaux, des entreprises également, des praticiens sur ces questions climatiques et sur comment faire en sorte que les villes agissent plus, agissent mieux. Et puis on a eu également un sommet principal au milieu de la COP où certaines personnalités, on va citer des maires d'assez grandes villes, là, qui étaient présents et qui ont fini leur sommet en signant l'engagement Bonn Fiji des dirigeants locaux et régionaux pour l'accomplissement de l'accord de Paris à tous les niveaux. Donc, tout est dans le titre parce que le titre est très long. Voilà, donc les dirigeants locaux s'engagent à suivre eux-mêmes l'accord de Paris de manière volontaire, puisqu'ils n'y sont pas tenus, ils ne sont pas partis à la Convention cadre, et à tous les niveaux, en montrant l'importance justement de cette transversalité et de cette approche multiniveau qu'on évoque beaucoup aujourd'hui. Et puis, ces réseaux de villes étaient présents dans 2 espaces différents de la COP, puisque la COP se déroule sur différents espaces. La zone Bonn, qui était la zone de la société civile de façon générale, puis la zone Boula, qui est la zone des négociations climatiques et qui est réservée aux partis et aux observateurs. Et pourquoi c'est important ça ? Parce qu'ils aidaient aussi à faire circuler les informations entre ces 2 espaces. Et puis ça m'amène à quand même, puisqu'on a parlé aussi des conclusions un peu parfois compliquées de la COP23, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qui s'est passé à la COP23 finalement, ça m'amène à parler de cette question au niveau des villes et des réseaux. Qu'est-ce qu'ils font en général, puis qu'est-ce qu'ils font dans les négociations climatiques et puis qu'est-ce qu'ils ont fait à la COP23 finalement. Donc on peut se demander, c'est bien qu'il y ait tous ces réseaux-là, mais quelle est leur force, à quoi ils servent, est-ce qu'ils peuvent se substituer à l'action internationale ? Alors c'est vrai qu'on les a vus dans les 2 espaces, mais a priori, on parle quand même plus des négociations climatiques internationales. Il est peu probable qu'on puisse juste tout faire avec des villes et avec des réseaux municipaux transnationaux. Et puis alors, on se pose une autre question qui se pose beaucoup parmi les scientifiques qui s'intéressent aux réseaux municipaux transnationaux, savoir quels sont leurs résultats. Est-ce que vraiment les réseaux et les villes réussissent à atteindre des objectifs significatifs en termes de réduction rapide des gaz à effet de serre. Et puis la réponse, généralement, est assez mitigée. Mais alors, une autre question, c'est est-ce qu'ils ont d'autres effets ? Parce que peut-être qu'ils ne permettent pas, peut-être que les villes n'arrivent pas à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, ou peut-être que l'effet global n'est pas si important et qu'on a toujours besoin, très certainement, de l'action des États. Mais on peut se demander... Et que font-ils ? Et ce qu'ils font peut-être, c'est beaucoup de conscientisation, beaucoup de promotion de l'importance des problématiques urbaines à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale.
Et alors là, je voudrais dévier un petit peu et revenir sur cette question des deux zones que je mentionnais tout à l'heure, et de dire que globalement, à la COP23, oui, on a des États, mais on a aussi des États fédérés, puis on a aussi toute une multitude d'acteurs qu'on voit dans ces différents espaces de la COP. Donc on a la zone Boula, en effet, où on accède avec un badge ou un badge de délégation des parties à la Convention cadre, ou avec un badge d'observateur. Et puis, même quand on a ce badge, on peut pas le badge d'observateur, en tout cas, on ne peut pas forcément rentrer non plus dans toutes les salles. Il y a quand même un accès un peu restreint. Et puis, il y a aussi la zone Bonn, en tout cas, pour la COP23, c'était la zone Bonn, où on peut accéder quand on fait partie de ces délégations des partis, quand on est observateur ou quand on a eu un badge officiel de la société civile donnant accès à cette zone-là. Et alors, entre tous ces espaces-là, il y a quand même beaucoup de circulation de l'un vers l'autre. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. C'est parce que je pense que les négociations climatiques, officiellement, elles se passent dans la zone Boula, mais elles s'étendent quand même beaucoup vers la zone Bonn. Et il y a encore d'autres espaces. Et là, on peut y accéder sans badge. Parce qu'il faut savoir qu'avant la COP, cet espace de la société civile, on n'avait pas besoin de badge. Mais maintenant, il y a aussi besoin quand même d'avoir une certaine autorisation pour y accéder. Et puis alors, il y a d'autres espaces où là, on est vraiment libre et on n'a pas besoin de ce badge. Et donc là, j'en citerai 3. On a par exemple le Climate Planet qui est à droite, qui est un espace où il y avait une projection d'un documentaire en 360 degrés avec des lunettes de réalité virtuelle. Et puis c'était ouvert le matin aux établissements scolaires, puis l'après-midi ouvert au public. On avait également, par exemple, la zone Interconnections en bas à gauche. Et puis là, c'était surtout des chercheurs et des praticiens lors de conférences ou de dialogues qui tentaient de faire plus de liens entre deux thèmes qu'on aime bien ici à l'Institut EDS, donc les objectifs de développement durable et puis l'action climatique, et voir comment on pouvait promouvoir ces liens. Et puis on avait aussi un autre espace qui, je trouve, était particulièrement intéressant dans ce cadre de la COP23, c'était le US Climate Action Center, où les participants disaient « Oui, on a un gouvernement fédéral américain qui veut se retirer de l'accord de Paris, mais le gouvernement fédéral américain ne représente pas tous les États-Unis et on a beaucoup d'acteurs qui sont toujours dans l'accord de Paris, donc le We Are Still In. Et puis, lors de la COP23, ils ont lancé, alors il y avait des personnalités comme mentionné tout à l'heure M. Lemire, Jerry Brown, le gouverneur de la Californie, et puis on avait aussi Michael Bloomberg, donc ancien maire de New York, et puis d'autres maires de grandes villes, des représentants d'entreprises multinationales, de grandes ONG qui étaient là et qui ont lancé le America's Pledge en disant peu importe ce que fait le gouvernement fédéral, nous on va atteindre les objectifs de l'accord de Paris et même au-delà. Donc voilà, donc ça m'amène à dire que les négociations, elles ont aussi lieu dans ces espaces, qu'il y a beaucoup de circulation à l'intérieur de la COP et que, bien que ce soit les États qui prennent les décisions finales, les parties à la Convention cadre, eux aussi se déplacent dans cette zone Bonn qui a tendance d'ailleurs à croître au fil du temps, montrant l'importance de tous ces autres acteurs qui font partie de manière inofficielle, mais qui sont bien présents dans ces négociations climatiques. Et donc, bien que l'espace officiel de négociation demeure celui de la zone Boula et que son accès semble de plus en plus restreint, puisque même avec un badge d'observateur, on n'accepte pas à tout et puis on ne le sait pas toujours avant de se voir refuser l'accès à l'entrée de la salle. L'envergure de la COP, aussi bien au niveau géographique que social, ne cesse d'augmenter. Et les négociations climatiques, elles vont donc bien au-delà des pourparlers interétatiques au sein de la COP23. Elles intègrent les villes, elles intègrent les réseaux de villes, mais elles intègrent aussi beaucoup d'autres acteurs transnationaux. Merci. Merci beaucoup, Marielle. Et donc, je vous avais promis un 15 minutes d'échange. On y est, plus ou moins. Il y a un micro qui est installé. Je vous demanderai, puisqu'il y a une captation vidéo, de vous exprimer au micro. De commencer par vous identifier, simplement mentionner votre nom.
Malheureusement, on n'aura pas le temps d'avoir des échanges prolongés. Peut-être que ça pourrait se faire après la discussion. Je suis persuadé que les conférenciers se feront un plaisir, en fait, de discuter avec vous. Mais pour la période de discussion, je vais vous demander de poser des questions qui sont directes et qui sont brèves. Peut-être de les poser à un des 3 conférenciers en particulier. Et plutôt que de les prendre l'une après l'autre, je vous propose plutôt d'en prendre quelques-unes en bloc. Peut-être qu'on pourrait prendre 3 ou 4 interventions. Et selon le temps qui nous restera, on fera peut-être une deuxième vague, si ça vous va. Oui, moi j'avais une question pour Monsieur Lemire. C'était concernant le Québec. Vous avez dit que c'était un acteur, un élément actif pour la lutte contre le changement climatique à l'échelle internationale. Mais quand on regarde dans les mesures qu'il prend pour la protection de l'environnement, je pense notamment à la loi pour la protection de l'environnement, on se rend compte que c'est un petit peu artificiel. On parle toujours d'optimisation des ressources plus que de transition énergétique. Et donc ma question c'était celle-ci, c'est est-ce que vous pensez que le Québec cherche simplement à se donner une image verte, ou est-ce que vous pensez qu'il pourra devenir un acteur majeur pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, et peut-être au niveau national et peut-être même au niveau international? Merci. Merci. Et votre nom? Louis Derrien, je suis étudiant à l'Université Laval. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur? Bonjour, mon nom est Denis Desmeules, je suis citoyen de Québec. Merci pour aux organisateurs, c'est vraiment très intéressant. Et ma question s'adresse aussi à M. Lemire. C'est un peu dans le même ordre d'idée que mon prédécesseur. En fait, je suis un petit peu l'actualité concernant le développement des hydrocarbures au Québec, les gaz de schiste et toutes les actions qui sont menées par le gouvernement du Québec pour encourager et supporter l'installation de gaz de schiste. On parle entre autres en Gaspésie. Il y a un camp de résistance pour manifester l'opposition à l'exploitation du gaz d'un port, d'un puits en fait, d'exploration et d'exploitation à Galt, tout près de Gaspé. Il y a aussi dans la ville de Gaspé même qu'il y a de l'exploitation qui s'organise. La loi sur les hydrocarbures qui ouvre la porte toute grande à l'industrie des foreurs qui peuvent aller forer dans le but de voir est-ce qu'on va exploiter ou explorer ou exploiter les gaz de schiste au Québec. En tout cas, il y a encore tout un double discours qui s'installe ici. Je ne sais pas si c'est dû à la dichotomie de notre gouvernement, mais de votre point de vue, est-ce que vous pensez être capable de dénouer cette question, cette impasse, et faire en sorte que le Québec soit vraiment un acteur positif et qu'il n'y ait pas de double discours? On parle de la subvention de 18 millions qui a été donnée à vos organismes pour l'international, mais du même coup, on offre 20 millions de compensation aux pétrolières qui doivent quitter Anticosti. Vous êtes probablement au courant de la question. C'est un petit peu dichotomique et inacceptable à mon point de vue que le Québec se comporte comme ça. Alors, on vous souhaite beaucoup de succès et on vous suit de près aussi. Merci beaucoup. Merci. Et une dernière question pour cette première ronde. Oui. Bonjour, moi je suis étudiante à l'Université Laval. Voilà, je me demandais si le cadre international était le meilleur pour agir effectivement sur le changement climatique, parce qu'on voit que, je sais pas, il y a quand même peu de sanctions, c'est un cadre qui n'est pas punitif, vraiment c'est quand même très très souple, alors qu'il y a quand même une justice climatique nationale qui se développe avec beaucoup d'actions climatiques des individus qui se regroupent contre les États. Donc peut-être que moi je voulais juste questionner le cadre international pour la lutte effective et le mettre en parallèle avec la justice climatique qui s'organise plutôt au niveau national. Voilà. Merci beaucoup. J'imagine aussi que Géraud et Marielle voudront répondre à cette dernière question. Alors, je te laisse la parole peut-être en premier lieu à Jean Lemire. Je pense que mes positions sont assez claires. J'ai fait beaucoup de films, j'ai écrit 3 livres. Je ne vais pas me cacher derrière ma nomination. Vous connaissez mes positions et je vous rassure, elles n'ont pas changé. Mon rôle, et là, je ne ferai pas de la langue de bois, mon rôle est sur l'international. Alors, je suis moins au courant des politiques locales. Évidemment que j'ai un avis et évidemment qu'on peut en parler.
Mon rôle, c'est un rôle beaucoup d'influenceur aussi, de passer du temps avec les gens qui ont le pouvoir pour essayer de... Évidemment, la seule chose que je peux défendre, ce sont mes valeurs et mes idées. C'est sûr que j'ai décidé dans ma vie de ne pas faire de politique parce qu'ils sont, je les vois aller, ils sont aux prises avec d'un côté l'économique, de l'autre côté. C'est pas un travail qui est facile. Je pense que j'aimerais ça enlever un doute tout de suite. Sur la scène internationale, le Québec est un acteur majeur. Ça, on l'entend, mais moi qui suis vraiment sur le terrain depuis le mois de septembre, je vous le garantis, on est cité, ça c'est pas un problème. Puis vraiment, vraiment, je suis très sincère quand je dis ça. Et le 18 millions, par exemple, qui est attribué là, dans le cadre du PCCI, c'est une mesure essentielle. Que le Québec décide de participer à la lutte contre les changements climatiques en aidant les pays les moins développés, c'est, selon moi, admirable. Et il va en avoir d'autres. Et je vais continuer à pousser, parce que ça, c'est dans mon mandat, je vais continuer à pousser pour que le Québec joue ce rôle-là. On est un État riche et on doit faire notre part. Et plus on va donner cet exemple-là comme image à l'international, bien plus j'ai l'impression qu'on va le faire pour les bonnes raisons. On va essayer d'amener d'autres États à embarquer là-dedans, mais surtout, la raison principale, c'est qu'on doit le faire. C'est même pas une question d'image, on doit le faire. Au niveau du Québec, puis la loi sur les hydrocarbures, ce qui, évidemment, me touche beaucoup moins, je sais que cette loi est en révision. Quand j'ai l'occasion, j'en parle avec les ministres, et je vais continuer à faire mon rôle d'influence comme je peux le faire, même si c'est hors de mon mandat. Mais évidemment, si on est sur l'international avec le ministre, bien sûr que je vais en parler. Moi, je m'accroche beaucoup aussi à une phrase que le premier ministre Couillard a dite: il n'y aura pas d'exploitation ou d'exploration s'il n'y a pas de l'acceptabilité sociale. Quand je vous parlais de l'importance de mettre de la pression, c'est là où je vous dis, allez-y, mettez-en de la pression. On verra où elle va, cette loi-là, et je continuerai à jouer un rôle d'influenceur le plus possible, mais j'ai des limites, évidemment, et ne sous-estimez jamais votre rôle dans ces grandes décisions. Alors, pour répondre surtout à cette troisième question, est-ce que le cadre international est le meilleur ? J'en suis assez persuadée. Je ferai une petite nuance, peut-être un cadre plus mondial qui intègre d'autres acteurs, mais l'international est très important. Pourquoi ? Parce que on a besoin d'une certaine manière de coordonner les différents acteurs pour un problème qui touche la planète entière. Alors certes avec des effets différenciés, mais comme on sait, des émissions qui sont produites dans un certain pays peuvent avoir des effets dans un pays à l'autre bout du monde. Donc je pense qu'effectivement, rien que parce qu'on parle d'un problème d'envergure mondiale, on est obligé d'agir à ce niveau mondial. Et une autre chose, c'est que oui, on a besoin des États, parce qu'aujourd'hui, les États, c'est quand même cette unité de pouvoir qui est la plus forte. Et donc, on a besoin de cet acteur-là pour répondre à ces questions. Ça ne veut pas dire que c'est le seul acteur, mais ça veut dire que oui, je pense que le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, on est obligé, en tout cas, d'agir dans ce cadre. Alors, je vais commencer par la LQE, parce que j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur la réforme récente qui a été faite. Si on fait un peu de droit comparé, on n'est quand même pas si mal. Et notamment sur la question du test climat, et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment lu le journal ce matin parce que j'ai un peu préparé cette intervention, mais je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral annonce une réforme des évaluations environnementales, et si j'ai bien compris, si mes sources sont fiables, le mot changement climatique n'apparaît pas dans la nouvelle mouture de la loi, alors que c'était une grosse demande et tout à fait légitime de la société civile. Si vous faites la comparaison avec la procédure d'évaluation environnementale, et même pour des projets qui ne sont pas assujettis à 31.1, vous avez quand même maintenant un test climat. Donc on va voir comment ça va évoluer. On peut faire beaucoup de critiques, mais le simple fait qu'il soit là, c'est déjà un pas considérable. Puis pour ce qui est du fonctionnement du SPED, donc du marché du carbone, c'est là, il y a beaucoup d'États qui ne sont pas rendus à ce stade de maturité dans leur politique climatique, de développer des instruments aussi contraignants. Donc,
c'est pas tellement un problème qu'on n'ait pas d'outils, mais c'est un problème, encore une fois, de savoir si on décide de les appliquer ou pas et de les utiliser à bon escient. Je pense qu'on a un certain arsenal réglementaire qui est là, mais la question, c'est plutôt de le mobiliser d'une manière qui correspondrait à une volonté politique claire. Deuxième commentaire sur le cadre international. D'abord, vous avez mis, je ne sais plus où était la personne qui en parlait, mais vous avez mis en perspective le cadre international de la justice climatique, comme la justice climatique est dans quelque chose, où moi je préfère parler de juridictionnalisation de la question climatique, comme un palliatif aux négociations internationales. Il faut peut-être voir que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que la pression qui vient des tribunaux peut-être peut amener les États à être plus ambitieux au niveau international, et réciproquement, les mesures de transparence qu'on développe au niveau international et la manière dont on fait remonter de l'information à la surface sert aussi le développement de ces causes climatiques devant les juridictions nationales. Donc les deux ne sont certainement pas mutuellement exclusifs, mais ils se renforcent mutuellement. Il y a des phénomènes de complémentarité. Et puis je dirais un dernier commentaire, et je vais peut-être... ça ne doit pas être mal pris, mon intention n'est pas d'être désobligeant à l'égard des initiatives infra-étatiques, mais il ne faut pas survaloriser le rôle du local. Il y a d'abord, je pense, un phénomène contextuel, qu'on a une tendance à survaloriser le rôle du local, parce qu'on a beaucoup misé par le passé sur l'international et on voit que ça ne marche pas, donc c'est un phénomène normal. Mais en même temps, si on regarde précisément les textes qui sont adoptés et les initiatives qui sont adoptées au niveau infra-étatique, je pense notamment à la coalition Under 2, mais on se rend compte que ce n'est pas vrai, ce n'est pas plus contraignant que ce qui est négocié au niveau international, ce n'est pas plus prescriptif. Les États, enfin les entités infra-étatiques, pardon, prennent pas des cibles qui sont plus ambitieuses que celles que prennent les États, pas toujours, et les procédures de transparence, la reddition de comptes et les mécanismes d'enforcement ne sont pas là non plus au rendez-vous. Donc les problèmes qu'on retrouve au niveau international, on les retrouve aussi au niveau infra-étatique, tout simplement parce que ce sont des problèmes qui sont inhérents à la logique de coopération et qui n'ont pas, à mon avis, rapport avec les échelles de gouvernance avec lesquelles on coopère. Si on coopère et qu'on est des entités distinctes, forcément, si on va avoir le plus de monde, on arrive avec le dénominateur commun le plus bas. Donc c'est quelque chose de logique. Et ça ne veut pas dire que c'est inutile, c'est pour ça que je disais que je ne veux pas être désobligeant avec ces initiatives-là, mais il faut faire attention, ce n'est pas plus sophistiqué, ce n'est pas plus efficace, ça a été mentionné, que ce qu'on fait au niveau international. Encore une fois, je pense qu'il y a des phénomènes de complémentarité, et c'est des voies complémentaires qu'il faut poursuivre, et évidemment, elles ne sont pas exclusives. Ce que j'ai appris dans ma courte carrière en lien avec la politique, et ce qui est une différence majeure avec ce que je vivais avant. Avant, je pouvais faire un film, je le documentais au niveau science, j'allais chercher des arguments, je construisais une histoire, et je n'avais pas à être d'un côté ou de l'autre, je m'en allais toujours du bon côté. Dans ce monde de diplomatie climatique, il y a un mot que j'ai appris, c'est le mot compromis. Et je ne suis pas en train de pâlir quand je vous dis ça. Je pense, par exemple, à la négociation qui a eu lieu à Paris. Il y a beaucoup de gens qui ont dit cet accord-là n'a pas assez dedans, etc. Ceux qui ont suivi le détail de la négociation, il y avait d'un côté les avocats qui étaient en ligne directe avec le bureau de Obama et qui sont allés au maximum qu'ils pouvaient aller pour être certains que l'accord pouvait être adopté par les États-Unis sans passer par la Chambre. Si ça passait par la Chambre, ils n'avaient pas d'accord. Point final. Et c'est là où je dis qu'il y a des notions de compromis en diplomatie qui fait que si on veut que les choses avancent, on n'a pas le choix de les suivre. On n'aurait pas d'accord de Paris s'il y avait eu plus dedans dans cet accord. Parce que le Congrès américain ne l'aurait pas fait passer. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que peu importe si ça se fait au niveau des États, au niveau des gouvernements locaux, au niveau de la société publique, le plus important, c'est de prendre les opportunités pour avancer le débat. C'est ça qui, moi, en tout cas, depuis le peu de temps que je suis là, essayer de toujours faire avancer le débat. Et ce débat-là, je me répète, ne peut pas avancer sans une pression du public. Et cette pression-là, elle est bonne et elle est essentielle. En même temps, il va falloir, à un moment donné, qu'on joue notre rôle d'influenceur nous-mêmes à notre niveau, au niveau de nos voisins, pour que nos habitudes de vie prennent aussi exemple sur l'orientation qu'on aimerait que les sociétés suivent. On ne peut pas exiger d'une société d'aller dans un sens si on n'est pas prêt à faire le sacrifice qui vient avec la demande.
Comme je le disais, je suis persuadé que les conférenciers sont disponibles si vous voulez poursuivre la discussion avec eux. Donc, je vous remercie tous les trois et Sophie Lavallée qui était avec nous plus tôt. Et je vous remercie beaucoup.